Décembre 2016. Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en romancie, 4e chronique. Pendant que je méditais sur le mystère de l'éternité, me vint à l'esprit le mot célèbre de Shakespeare. To be or not to be. Mais alors, comment ne pas évoquer la superbe ellipse de Buzz Lightyear vers l'infini et plus loin encore? Toutefois, on ne saurait passer sous silence la théorie des cordes qui ouvre tellement d'horizons qu'on en perd son latin. Et veuillez noter que je vous fais grâce ici des dernières nouvelles sur les trous noirs, ainsi que sur le boson de Higgs. Et me voilà, mendiant de l'infini, sous l'œil placide de la grande ours, moi, Jean dit le bleu, en route vers la Patagonie, et m'interrogeant inlassablement, qu'est-ce que le spasme de vivre? Mais où sont les neiges d'antan? Chemin faisant, je croise deux hurluberlus qui discutaient ferme. En fait, ça virait à l'empoignade. On se menaçait même de s'égorger mutuellement, tout ça pour quelques finasseries circonlocutoires à propos du sexe des anges. C'est alors qu'en proie à une paranoïa galopante, craignant quelque fatal traquenard, que je quitte précipitamment Mexico grâce à un audacieux subterfuge. Je ne voulais à aucun prix subir le même sort que Léon Trotsky. Je m'installe donc au hôtel du Grand Nord, où même si on y achève bien les chevaux, il m'est loisible d'y rejoindre la dame aux camélias qui m'initie sur le champ et fort adroitement à la philosophie dans le boudoir. Par ailleurs, confronté aux particules élémentaires, je décide, sur un coup de tête, de rejoindre Zazie dans le métro. Bien malement pris, car je tombe pile sur le quai des Brumes, qui porte l'affiche « À l'est d'Éden ». Merde! Je sens macérer en moi les raisins de la colère, tout en ayant l'étrange perception amphigorique d'être coincé entre le zéro et l'infini. Pendant ce temps, les canons de Navarone n'en finissaient pas de tonner tant et si bien qu'ils risquaient à tout moment de pulvériser le pont de la rivière Kwai. Vu du pont, Alexis Zorba enfourchant in extremis sa jument verte et fonçant droit sur la croisée des destins. Peut-être faudrait-il rappeler ici qu'à cette époque, j'étais un drogué. Je souffrais alors d'une profonde allergie au travail. Et dans la plus haute des solitudes, il me semblait que la nostalgie n'était plus ce qu'elle était. Consultant alors les mémoires d'Adrien, j'y apprends qu'une chatte sur un toit brûlant pouvait procurer parfois de bien douces dérives. J'y apprends également que le père Goriot s'était assombri tout à fait en proie au spleen de Paris. Aragon pouvait bien écrire « C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. » On frappe à ma porte, j'ouvre. Une superbe blonde aux yeux bleus se présente à moi. Cher camarade Balbise, mes plus belles salutations. Je suis la comtesse Anastasia Ligovskoy, et j'ai pour mission de vous servir d'escorte pour la grande traversée de l'Atlas central. Mais depuis ce temps, ces propos toponymiques se sont égarés dans les brumes de la nuit, et peut-être s'agissait-il alors plutôt de la traversée du désert de Taklamakan, ou même peut-être de l'ascension de l'Annapurna. Je dois bien l'admettre, je ne sais plus très bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai fini par me retrouver, à mon grand désarroi, étouffé seul au camp de base de l'Everest, pestant d'avoir raté un si beau rendez-vous sur la grande muraille de Chine. Petite tentative de syllogisme. Et si c'était vrai que Démocrite aurait été démocrate, serait-il odieux de penser qu'Hippocrate aurait pu être, bon, trêve de plaisanterie, comme j'avais rendez-vous à Bruges avec la princesse de Clèves. Je devais apprendre bien plus tard que la reine Margot en fut profondément ulcérée. Donc, rendez-vous avec la princesse de Clèves. Mais, auparavant, je devais impérativement me défaire du marchand de Venise, qui n'en finissait pas de me proposer avec son air lubrique une putain respectueuse. On a beau avoir le diable au corps, et malgré la chaleur torpide, il me fallait résister à cette vénale tentation de l'Occident.
D'autant plus que l'espion aux yeux verts qui me talonnait depuis Mexico avait inopinément perdu ma trace. J'en profite donc pour foncer droit sur la perspective Nevsky, et j'aboutis fort commodément à l'orée du parc de la parfaite clarté. À ma grande surprise, j'y croise Mata Hari, qui me chuchote à l'oreille cette phrase sibylline. « Ceux qui ont le pas léger meurent sans laisser de traces. » Bien sûr, il était fondamental pour moi d'éviter ce genre de liaison dangereuse, car on ne sait jamais. Depuis le déclin de l'Empire américain, la possibilité d'une île a grandement diminué, même s'il me restera toujours le Nebraska. Mais où vont les ciserins inflammés en été, alors que Jonathan Livingston le goéland parcourt d'extravagantes montagnes de nuages en quête d'histoires extraordinaires? Pendant ce temps, confortablement installé au Nightcap Bar, je remarque sur ma droite une beauté. Mais une beauté fatale, dirais-je. Du pur arrache-cœur. Et c'est dans ces moments-là qu'on aimerait bien disposer d'un surplus d'âme pour endiguer l'irrésistible marche à l'amour. Et c'est malgré la force du vertige et tout le poids du ciel, et sachant que les vieux ne courent pas les rues, que je finis par m'avouer, bien à contre-cœur, que l'amour est un chien de l'enfer. Toutefois, il serait sage de rappeler que le fou de l'île marchait pieds nus dans l'aube de lendemain précaire, et qu'un roi sans divertissement est un peu comme un hussard sur le toit. Ne pas oublier aussi que les deux cavaliers de l'orage ont brillamment remporté cette fameuse course de chevaux sur le lac Témiscamingue, nous montrant ainsi la fesse cachée du bon Dieu. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre que le matin du grand jour, l'escadron blanc avait bivouaqué à l'auberge de l'Abîme, avant de prendre d'assaut les terrasses de l'île d'Elbe. Contre toute espérance, ces histoires impossibles me portaient à une douce mélancolie, et forcément m'induisaient une méditation triste sur un amour défunt. Heureusement, j'arrivais à me consoler de cet affligeant jardin des ombres avec les mémoires d'une bergère teutonne. C'est alors que surgit une horrible sagouine, vipère au poing et qui m'interpella brutalement. « On tuera tous les affreux !» Il n'y a plus d'Amérique, me dis-je avec un soupir de lassitude. Et c'est ainsi que la tentation de paradis artificiel nous pousse vers l'angle mort des choses, et que les cornes de brume nous entraînent vers quelque mythique Atlantide disparue, et on en arrive alors à confondre Blanche-Neige avec une fiancée vendue. Peut-être faudrait-il s'en remettre au testament du patriarche, pour redécouvrir ce que le jour dit à la nuit, et pour que le cantique des horizons planant sur les grands cimetières sous la lune de pluie ouvre enfin la porte des étoiles. Mais que sont mes amis devenus depuis que les hauts de Hurlevent ont précipité la chute des compagnons d'Ulysse, alors que Vercingétorix s'effondrait à Alésia sous les coups mortels des anges noirs de l'Apocalypse? Or, dans le meilleur des mondes, est-ce que les saints vont en enfer? Je vous le demande. Est-ce que tous les marsupilami gambadent joyeusement sur la montagne magique? Est-ce que les enchanteurs du grand monde doivent absolument supporter stoïquement tous les enfants terribles dans leur refus d'obéissance? Eh bien, je vous le dis, moi, c'est non. Après un aussi long cheminement, il serait bien sûr dommage de tomber dans le piège hypnagogique de la Belle au bois dormant, car alors le centre du monde bascule dangereusement. Souvenez-vous des mutins du Bounty, et vous verrez alors l'importance capitale d'un simple carnet de naufragés. C'est bon. Dans le château des brouillards, les bijoutiers du clair de lune se sont tous avérés des briseurs de rosée, alors que le silence du corbeau nous rappelle que dans l'empire immobile, il est bon parfois de parler des souris et des hommes, car on ne peut pas toujours discuter du sexe des étoiles, non. Vaut mieux sans doute relire le journal d'Anaïs Nin, ou peut-être même les mémoires d'une jeune fille rangée.
Alors que Portnoy et son complexe, même si c'est dans l'esprit du temps, nous fait toujours l'effet d'une chronique d'une mort annoncée. Ainsi, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, grâce à son guide des égarés, car la bouteille à la mer restera toujours une option plus qu'incertaine. Bon, après ces propos de grande sagesse, vient le temps de conclure. Dans mon calepin de flâneur, j'ai noté que devant les petites difficultés d'existence, il nous reste plus vraiment qu'à se prélasser au petit bonheur des rencontres dans le nouveau livre des merveilles, tout en s'amusant avec le jeu des perles de verre, alors qu'un superbe oratorio de Noël nous élève l'âme de ses airs réconfortants. Et puis voilà, mais juste avant de vous quitter, je tiens à vous faire part d'un incident bien étrange. L'autre jour, je suis tombé au hasard de mes lectures sur ce court texte en forme de quatrain, vraiment très énigmatique, portant la signature de Michel de Notre-Dame, et ça va comme suit. 2 millénaires et 16 révolutions devront passer. Dans la nuit du champ lumineux où le Messie venait, en nouveau monde, grande épopée romanesque français, de 4e gestation yémale nous sera donnée.